Bonjour à tous et à tous. Bienvenue chez BSK Consulting Group. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Boubacar Kamara, élève ingénieur en génie industriel et management des systèmes de production. Par ailleurs, alternant chez AZC Automotive. Aujourd'hui, j'ai mon invité d'honneur qui est Lulia. Elle va se présenter tout à l'heure. Et parce que, comme vous l'aviez dit à l'époque, vous allez faire des podcasts avec des gens qui sont expérimentés dans le domaine. Et BSK Consulting Group, à travers cette chaîne, j'essaie de partager des formats de podcasts dans le management général de manière globale, de la stratégie d'entreprise, de la communication, de leadership et le développement personnel. Aujourd'hui, on va aborder une question qui est très importante et qui concerne énormément d'étudiants, en tout cas en dernière année d'école d'ingénieur ou bien business school, ou bien de manière globale, tout étudiant qui est en fin de cursus universitaire. Donc, c'est le passage entre l'alternance et l'autonomie. Donc, parce que quand on est en alternance aujourd'hui, moi qui suis alternant, quand on est en alternance, on est accompagné, on est encadré par un tuteur académique et aussi un tuteur industriel. Et donc, on est coaché, on est tutoré. Donc, on est dans un cadre où on nous accompagne pour monter en compétences. Et aujourd'hui, ce que beaucoup de jeunes vont peut-être avoir comme difficulté à la fin de ce cursus, c'est de s'intégrer dans le monde professionnel. Et donc, c'est dans ce sens-là que nous avons aujourd'hui ce podcast. On va effectivement ensemble essayer de répondre à certaines questions. Donc, les principales questions qu'on va répondre ici, c'est comment continuer à apprendre après l'alternance, surtout qui est très important, comment garder sa motivation aussi. Avec Lulia, on aura l'occasion d'en parler. Comment gérer ses stress, parce que c'est très important. Dans le monde industriel, il y a beaucoup de stress, parce qu'il y a toujours ce délai qu'il faut respecter, ce triptyque qualité-coût-délai, effectivement. Donc, il fait qu'aujourd'hui, dans l'industrie, il faut savoir gérer ses émotions en tant que futur ingénieur, futur manager. Et aussi, il y a des questions qui sont très importantes à répondre, c'est comment monter en compétence tout seul. Donc, ce sont les questions principales aujourd'hui qu'on va essayer de mettre en valeur. Cependant, pour parler des questions qui sont assez importantes comme ça, il va falloir que nous fassions appel à des professionnels. C'est pourquoi, pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Lulia, au parcours riche, surtout qui est à la fois professionnel et personnel, effectivement. Elle reviendra effectivement tout à l'heure sur son parcours professionnel, mais aussi personnel qui est très important et que les auditeurs forcément adoreront. Donc, pour commencer, effectivement, je vais te laisser te présenter à l'ensemble de mon audience. Effectivement, j'espère qu'on va apprendre beaucoup avec notre invitée d'honneur, Madame Lulia, qui est experte en tout ce qui est industrie 4.0 et lean management. Et j'ai pas du tout la pression. En plus, le mot expert, ça fait quelque chose. Waouh! Déjà, je souhaite commencer par te remercier pour cette invitation dans ton podcast et surtout te féliciter pour la mise en place de cette idée, de partir d'où l'idée en vrai et d'y arriver jusqu'à la réalisation. Donc, bravo pour ça. On s'est connus l'année dernière pendant les études. Et je ne m'attendais pas. Quand j'ai vu ça la première fois sur LinkedIn, j'étais surprise de manière très agréable. Donc, bravo pour cette belle initiative, Merci pour beaucoup. le partage et surtout, encore une fois, pour l'invitation d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, je vais me présenter brièvement parce que j'avais dit la dernière fois, j'aime pas trop parler de moi, c'est vrai. Ça, c'est la partie qui fait que... alors, moi, je m'appelle Yulia et je suis ingénieure de métier. Donc, forcément, j'aime pas les choses faciles dans la vie. Donc, j'ai décidé de faire une spécialité dans un master de logistique et gestion de production. Et suite à ce master, forcément, j'ai fait un double diplôme. Et donc, je suis arrivée en France pour clôturer mes études. Je suis arrivée en France sans savoir parler français. Donc là, c'est mon français après 10 ans avec l'accent qui vient avec. Voilà, donc expatriée depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc, j'ai commencé mon parcours professionnel il y a 11 ans en arrière déjà. J'ai commencé comme toi à travailler pendant mes études. Donc, c'était quelque chose qui, comment dire, m'a donné fortement envie de le faire, tout simplement pour faire un mélange entre la formation pure académique et la vie réelle qui se passe sur le terrain. Dans mon parcours professionnel, il a commencé il y a 11 ans en arrière dans l'industrie, notamment dans l'automobile, c'est là où j'ai grandi le plus. Au fur et à mesure des années, j'ai fait plusieurs postes, donc à des, on va dire, niveaux différents. Et ça fait 2-3 ans déjà que j'ai l'occasion et l'opportunité d'intervenir dans les universités, donc donner des cours, être tutrice académique. Et c'est cette raison-là qui m'a fait aujourd'hui
vibrer sur le thème qu'on aborde avec les auditeurs derrière les écrans, de comment faire, de passer de l'apprentissage en full autonomie quand on commence notre vie professionnelle en tant que jeune, on va dire jeune, en tant que jeune professionnel. Et donc, je trouve que en étant passé par là aussi, en plus en tant qu'expatrié qui gérait pas très bien la langue, qui a dû s'adapter aux nouvelles cultures, qui a dû tout apprendre très vite, je trouve qu'en étant dans cette situation-là aujourd'hui, cette transition, ça me parle énormément. Et en étant proche aussi des jeunes d'aujourd'hui, plus en étant sur le terrain tous les jours. Le lien, je le vois clairement, raison pour laquelle j'aimerais qu'on discute, j'aimerais qu'on donne des astuces, j'aimerais qu'on parle de manière ouverte pour que tout le monde comprenne un peu à quoi s'attendre ou comment faire. Et si on peut donner les astuces qui vont bien, je suis là pour ça. Voilà. Merci beaucoup, parce que moi, déjà, ce qui me retient dans ta présentation, c'est moi, j'ai consulté le profil LinkedIn, j'ai vu que tu as travaillé sur C'est Continental déjà, et tu as travaillé sur Trillium, donc en plus des postes de manager. Et comment déjà tu as vécu cet aspect déjà d'expatriation, donc le fait de quitter ton pays et l'intégration en France avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, et venir déjà occuper des postes de manager? C'était pas forcément évident, en toute franchise, je le dis. Je sais que je suis pas la seule dans cette situation, j'étais pas la seule. Et je sais qu'il y en a des autres alternants étudiants qui viennent en France aujourd'hui pour faire des études et qui souhaitent se former et qui se posent encore la question, est-ce que je reste, est-ce que je rentre à la maison, etc. Donc ça n'a pas été évident. Il a fallu très vite mouiller le maillot, comme on dit. Donc en toute honnêteté. Il a fallu très vite apprendre la langue. Alors, mes anciens collègues, ils savent très bien comment j'ai galéré. Hein. Donc, j'ai dû apprendre très vite, j'ai dû m'adapter très vite. J'ai dû apprendre qu'ici, il s'agit d'une autre culture. Déjà, culture par rapport à la maison, au travail, mais par rapport à la manière de faire. Et l'adaptabilité, pour moi, c'était le mot-clé. Le fait que... c'était pas évident, c'est normal. Mais c'était une transition. C'était pas censé être facile. Mais bon, quand t'arrives jeune, à 24 ans, t'as les yeux qui pétillent, tu te dis c'est bon, je vais réussir. Et quand tu rencontres la vraie vie, c'est vrai que c'est pas évident. Et c'est pas évident parce que du coup, tu te trouves seul, tu te trouves à tout gérer, à poser des questions à gauche, à droite. Et... tu te rends compte qu'en fait, tu peux compter que sur toi. Exactement. Donc, le fait d'arriver à travailler en tant qu'ingénieur et à passer sur une position de manager, pour moi, je peux dire que ça a été une réussite, oui. C'était pas quelque chose que j'avais prévu depuis tout le début. Déjà, c'était étape par étape. Et le fait de réussir d'arriver là, oui, aujourd'hui, je peux dire que merci à moi, toute seule. Félicitations. Donc, merci. Mais c'est pas quelque chose qui... comment dire ? C'était pas écrit dans les étoiles, j'avais pas prévu de tout faire de telle manière. Ça s'est fait que j'ai eu l'opportunité et surtout j'ai eu l'envie. D'accord. Donc après cette transition culturelle, expatriée, je pense qu'elle est un peu propre à chacun, en toute franchise. Chacun on gère les choses différemment. Mais si je dois insister sur un mot-clé, c'est clair que c'est l'adaptabilité et l'apprentissage dans une vitesse... genre J-1. Donc, il fallait tout savoir pour hier. D'accord. Et donc, ça, c'est vraiment mon vécu après, à moi toute seule. En tout cas, c'est magnifique comme parcours. Nous, en tout cas, on adore ton parcours et félicitations. C'est vrai. Moi, je trouve que je n'ai pas fait encore grand-chose. Parce que moi, j'ai vu Continental, c'est des grands groupes internationaux et tu as Valais aussi, qui est d'ailleurs, tu as travaillé là-bas. Où j'ai énormément appris, oui. Donc, c'est une fierté pour nous. Et en plus, tu nous as eu en maintenance aussi des cours c'est vrai qu'on est en cours de maintenance également. Justement. Alors, moi, personnellement, ce que je veux maintenant qu'on revienne plus, pour revenir à notre axe central du débat, c'est parce que là, tu as été tutrice de beaucoup d'étudiants depuis des années maintenant. Et quel est le principal problème que les gens, ou bien qu'est-ce que tu as constaté entre la transition entre l'alternance, donc maintenant, ici, on parle de l'alternance, mais justement, on peut prendre en compte aussi des étudiants qui sont en dernière année, de manière globale, que ce soit en business school ou bien en université, qui finissent leurs années parce que de toute façon, en dernière année, on fait, même si c'est un stage de 6 mois, donc dans tous les cas, que tu sois en alternance ou bien que tu sois en stage, la vidéo te concerne, donc ce podcast te concerne parce que c'est la transition entre ce monde académique où
on nous guide, il y a des devoirs derrière et tout ça là. Donc, comment on peut quitter de ce monde, de cette phase d'apprentissage vers l'autonomie ouais. Alors, ce que je constate en étant tutrice académique, en étant intervenante dans l'université et en étant professionnelle également sur le terrain, en travaillant dans une entreprise comme beaucoup d'entre nous on le fait déjà. Donc, je constate que tout ça commence avec la peur. La peur et le manque de confiance en soi. Et je constate également un manque de changement de position. Quand on est en alternance, on est suivi. On a un maître d'apprentissage, on a une ou un tuteur d'apprentissage. Moi, j'ai une petite Donc, de la salle de passage. pendant une période, on est plutôt suivi. On sait qu'est-ce qu'on doit faire, à quel moment, quelles sont les compétences clés qu'on devrait développer. Donc, on a vraiment un plan qui est détaillé, qui est encadré. Par contre, à partir du moment quand on quitte cette partie-là et on rentre dans la vie active, on se trouve tout seul. Et donc, moi, je trouve qu'une des parties importantes, c'est déjà savoir changer de position. Se dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je suis responsable de mes propres actes et mes propres actions et décisions. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris ? De tout ce que j'ai appris, comment j'applique maintenant et que j'arrive à faire tout seul, en sorte que ça se passe correctement. Plusieurs d'entre nous, enfin pas plusieurs, presque 100% d'entre nous, quand on commence un nouveau travail, que ce soit un CDI, que ce soit un freelance, que ce soit un CDD, souvent on a une période d'essai. Et dans cette période d'essai, on doit faire nos épreuves. Avant d'y arriver là, je pense qu'il faut se poser quelques questions. Après, c'est mon avis propre à moi. Donc, je pense que la question la plus importante, une fois qu'on a fini nos études, peu importe la spécialité, comme tu l'as dit, que ce soit en alternance, que ce soit en université, que ce soit... Peu importe. Donc, une fois qu'on a fini, on doit se dire, OK, sur quel chemin je souhaite y aller ? Moi, en tant qu'ingénieur, c'est une des questions que je me suis posée. Je suis ingénieur, OK, cool, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire ? De la qualité, de l'amélioration continue, de la maintenance, du process. C'est quoi la branche qui me plaît le plus ? Une fois que j'ai fait ça, j'ai dû réfléchir à un plan de compétences claires. De me dire, OK, aujourd'hui, noir sur blanc, qu'est-ce que j'ai appris pendant cette phase d'alternance, de stage, de préparation. Et là, je pense qu'il faut être honnête avec toi-même pour te dire où t'en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu choisis clairement comme travail suite à ça, et se dire, OK, j'ai une vision grosso modo qui est déjà créée, et d'ici un très peu de temps, je pourrais... avoir tel poste et continuer de développer ma carrière ou mes compétences. Okay. Et justement, c'est là où tu as parlé de changer de posture. Et changement de posture, justement, le changement de posture, comment on peut le développer ? Comment déjà on peut prendre en conscience une fois en dernière année, on prend conscience qu'on doit changer de posture. Parce que d'habitude, quand on est à l'école, on fait des choses parfois qui sont un peu enfantillages, un truc comme ça. Donc maintenant, comment on peut changer déjà de posture ? Non seulement... être un peu plus responsable, parce que là maintenant on va aller prendre peut-être d'autres responsabilités, parce qu'à tout moment on peut nous responsabiliser sous des postes de manager, et alors qu'on vient tout juste de sortir d'école. Et dans ce sens là, comment on peut changer de trajectoire et changer de posture? Une des questions qui est importante aussi, que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Est-ce que j'ai envie d'être un expert ou j'ai envie d'être un manager? Comment je prends la responsabilité ? Déjà, je vais m'assumer toute décision que je vais prendre. Si je souhaite partir sur un profil expert, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur et je fonce à fond. Mais comment changer vraiment ? C'est ta perception à toi, en tant que personne. Donc, tu peux avoir aujourd'hui une fonction d'expert comme tu peux avoir demain une fonction de manager. Tu vas pas te résumer tout simplement à une fiche de poste, tout court. Donc, à toi de t'approprier ton travail, à toi de rester proactif et de faire en sorte et de trouver les solutions et de ajuster et de améliorer cette position que tu occupes. Et je trouve que prendre la responsabilité, c'est se dire, OK, à partir de maintenant, je suis seule, je vais prendre tel chemin et je vais faire de telle manière. Mais tout ça, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit écrit, et on doit avoir une vision claire pour qu'on puisse savoir où on va y aller. Donc je parle du point A, j'ai envie d'y arriver au point B en 3 mois, en 6 mois, dans un an.
mais la question, c'est comment je vais faire. D'accord. Donc, si je comprends bien dans ces propos, c'est qu'il faut avoir un peu l'attitude de growth mindset. Effectivement, donc ouais. c'est le bon terme que tu utilises. Ouais. Il faut avoir un mindset de croissance, pour le dire à la française, pour tout le monde. Ouais. Un growth mindset. Ouais. Sans lui, on ne peut rien faire. Donc, à partir du moment que tu es sorti de tes études et que tu démarres ta carrière professionnelle, peu importe, je répète, le secteur, à partir de là, tu es responsable de toute décision et cette mentalité de grandir, de te dépasser, ça t'appartient, mais c'est quelque chose qui va te challenger et qui va t'aider pour la suite. Donc, tu peux pas rentrer dans le monde du travail en disant c'est bon, je vais me conformer à une tâche qu'on m'a donnée, je vais juste exécuter et derrière, je ferai plus rien d'autre. Non, je pense que c'est important de savoir qu'est-ce qu'on veut, mais aussi d'avoir cette mentalité derrière et de chercher à se dépasser. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, déjà, moi, dans le discours aussi, j'ai entendu un mot qui est très important, la motivation, la confiance. Oui. Donc, comment on peut garder ça, la motivation? Parce que là, on n'a plus de notes. Parce que les étudiants, d'habitude, quand il n'y a pas de notes, ça ne travaille pas. Alors, la motivation, c'est quelque chose avec laquelle je pense qu'on se bat tous, peu importe l'âge qu'on a. Et peu importe les années d'ancienneté qu'on a dans un poste ou qu'on n'a pas, etc. La motivation, elle ne vient pas toute seule. Ça, moi, je le vois pour moi personnellement. Je pense que tout le monde le ressent. Ça vient pas. C'est pas comme si j'appuie sur un bouton et ça y est. Il y a une lumière où c'est marqué motivation et ça démarre. Non. Je pense que la motivation, il faut la déclencher en mettant en place des systèmes. Ça veut dire quoi, des systèmes? Je vais éviter de dire le mot système. Je vais dire des habitudes. On doit se comporter un peu comme les chats. Les chats sont des animaux qui fonctionnent fortement par des habitudes et on doit faire pareil. Donc on doit se dire, j'ai envie d'être capable d'animer, je donne un exemple, d'animer une réunion. Ok, je vais mettre en place, c'est ce qu'on appelle la règle de 2 minutes ou la règle de 1%. Je vais mettre en place donc un système ou un planning, si vous voulez, un outil de suivi même qui va me dire, ok, aujourd'hui j'ai participé à la réunion et j'ai observé qu'est-ce qui se passe, donc j'ai pris note. Ça va m'aider à apprendre. C'est une de mes habitudes. Et suite à cette habitude, je vais voir que j'apprends, que je progresse et il y a la motivation qui va venir au galop derrière. Pourquoi? Parce que je vais voir ma courbe de progression. Peu importe qu'est-ce que je souhaite développer comme compétence, peu importe qu'est-ce que je souhaite développer comme habitude. J'ai envie de perdre du poids, par exemple, c'est pareil. Donc, tu vas te motiver en voyant la progression. En tout cas, dans le monde du travail, c'est ce qu'on fait. Et on parle souvent des indicateurs de performance. Il sert à ça. En vrai, les indicateurs de performance, dans les KPI, les SQCDP, là, qu'on discute tous les jours et tous les mois, et pas que, parce qu'il y en a plein d'autres encore, il sert à ça. Donc, je vais me motiver parce que j'ai vu la progression. Par contre, il y a aussi le retour de la monnaie de comment je vais faire si je n'ai pas progressé aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que je dois me marteler toute seule. Ça ne veut pas dire que je dois m'en vouloir. Je dois juste l'accepter. Il y a une journée, 2 ou 3 qui sont passées sans rien faire. C'est comme ça, je reste un être humain. Je ne peux pas être tous les jours à 100%, c'est pas possible. Comme le TRS, je ne peux pas être à 100%. Donc, justement. Et donc, je dois accepter la situation et me dire, OK, un nouveau plan de bataille. Je dois retracer la route, avoir une vision claire de qu'est-ce que j'ai envie de faire et recommencer. Donc, la motivation, je répète, elle ne vient pas toute seule. Il faut vraiment créer des habitudes, ou mettre en place des systèmes, ou mettre en place des plannings, comment vous voulez les appeler, peu importe, et s'y tenir et voir la courbe de progression et comprendre qu'en faisant un tout petit peu tous les jours, 2 minutes ou 1%, comme on dit, de la tâche, on arrive vraiment d'aboutir quelque chose de concret. Et je vais encore donner un exemple sur les 2 minutes. Le cerveau humain, il est fait pour la survie, tout court, point barre. Il n'aime pas autre chose. Si cette année, tu te dis, en 2026, j'ai envie de lire 50 livres. C'est un peu trop, j'ai envie de dire. Beaucoup, Donc, au lieu de te dire, j'ai envie de lire 50 livres, tu peux dire, je vais lire 2 minutes par jour. Tu mets un chrono, top chrono 2 minutes, et tu commences à lire. Tu as fini une page, c'est déjà 365 pages qui ont été lues toute l'année.
Donc, c'est comme ça que tu vas voir ta progression et encore une fois, c'est comme ça que tu vas déclencher ce qu'on appelle cette motivation et surtout cette confiance en toi et cette satisfaction interne que tu vas créer au fur et à mesure de temps. D'accord. Donc ça, voilà. ça a un peu rapport avec ma vidéo où j'ai parlé effectivement des objectifs SMART. Oui, Donc, tout à fait. effectivement, quand on se dit que nous voulons atteindre des objectifs, il faut quand même aussi penser à mettre un objectif SMART. Donc, voir est-ce que c'est spécifier tes objectifs et essayer de voir est-ce que c'est mesurable et Tout temporellement à fait. défini. Donc, justement, l'outil SMART aussi va te permettre effectivement d'atteindre des objectifs que tu t'es fixés dès le départ. Donc, il faudra bien choisir tes objectifs, essayer de travailler dessus. Donc, effectivement, les KPIs qui vont t'aider à mesurer ta performance. Donc, et ajuster au cas de besoin. Donc, c'est très important. Moi, je voudrais effectivement que tu nous parles aussi de comment, parce que nous, en dernière année d'école, on doute beaucoup, il y a beaucoup de doutes. Donc, cette confiance-là, comment on peut la garder ou bien d'ailleurs même l'avoir? Parce qu'en dernière année Euh, d'école, il y a beaucoup de doutes. On se dit, est-ce que réellement ce qu'on a appris à l'école va nous servir oui, à entrer dans ce effectivement, ce que marché-là j'ai qui est très fait. concurrent? Oui. Et aujourd'hui, il faut être bien. C'est bien d'être le meilleur, mais c'est mieux d'être le plus original. Donc, effectivement, qu'est-ce que vous pouvez... Ouais. En première partie, on a dit il faut clairement changer de position, il faut prendre la responsabilité, il faut se dire que à partir de maintenant, tu es seul et il faut se dire ok, je suis seul, je vais faire ça, 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 ça pour que je puisse y arriver. Il faut que je me fasse confiance en moi, il faut que je sois très claire sur ce que j'ai envie, etc. Maintenant, là, en deuxième partie, on va se dire comment je vais y arriver. Comment je vais apprendre, comment je vais développer mes compétences une fois en étant dans ma vie de jeune actif et ça y est, ça a démarré. Il y a la règle de 70, 20, 10. Alors, je explique un peu. Donc, 70%, on apprend en faisant. Moi, personnellement, si tu vas me dire, il faut me faire telle transaction en SAP, par exemple, mais je ne sais pas comment la faire, je serais un peu coincée. Je peux très bien chercher à gauche à droite, mais je apprends mieux en faisant. Pareil, si je suis sur la gestion d'un projet, je peux faire toutes les formations du monde, on peut m'expliquer par tous les moyens, j'apprends mieux si c'est moi qui gère ce projet, si c'est moi qui le pilote. Donc, en étant dans l'entreprise, on continue d'apprendre en faisant. Donc ça, c'est la première chose. Les 20% là, les 20%, on apprend en échangeant et en observant les collègues. Que ce soit le manager, que ce soit le collègue qui travaille avec nous, que ce soit un autre collègue dans notre département, j'observe comment ils gèrent la réunion, j'observe comment ils cherchent des solutions, j'observe leur manière de réfléchir, leur manière de même calculer. Par exemple, quand on est sur une analyse des coûts, où je cherche des causes racines, comprendre d'où ça vient, etc. Pareil, je regarde, j'observe, et c'est comme ça que je sais que demain, je pourrais faire de telle manière parce qu'il y a telle personne qui le fait comme ça et ça fonctionne. Effectivement. Le 10%, il reste là aussi, il est important, mais il aura moins d'impact sur cette partie de comment je vais apprendre, comment je vais continuer à me développer. C'est plutôt tout ce qui est formation. Je peux très bien faire des formations en ligne, je peux très bien faire des formations one-to-one ou dans un groupe au sein de l'entreprise, ou même en dehors de l'entreprise, mais en étant actif, en étant jeune professionnel, ou même avec quelques années d'expérience derrière. Moi, je parle personnellement, je trouve que cette partie, c'est vrai, en étant en formation, c'est celle qui m'apporte le moins. Donc, j'apprends énormément en faisant, énormément en regardant les autres comment, et en posant des questions également pour comprendre leur manière de réfléchir et faire. Mais le 10%, il reste quand même... Ça me regarde que moi, ça vous regarde que vous, ceux qui nous écoutez. Et donc, ce 10%, c'est vraiment lié aux formations. Donc, c'est une règle assez basique à laquelle on n'y pense pas, mais c'est vrai que donc 70%, 20% et 10%, c'est vraiment la manière réelle dans laquelle on apprend après, une fois l'apprentissage, l'université finie. D'accord. Donc, effectivement, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est que vous, les étudiants aujourd'hui, n'ayez pas peur parce que 70%, il faut faire. Donc, même si on a appris beaucoup de choses aujourd'hui à l'école, qui peut-être, on pense parfois, qui ne va pas nous servir dans le moyen terme, on peut se dire quand même quand on va rentrer, parce qu'effectivement, quoi qu'on puisse dire, on a eu beaucoup de bases à l'école, on apprend beaucoup de choses, donc qui va nous permettre d'être un peu plus généraliste et pouvoir occuper des fonctions en entreprise. Donc, c'est en faisant qu'on devient, bon, comme on le dit d'habitude, c'est en faisant qu'on devient forgeron.
Je pense Oui. que les 70% montrent bien effectivement cela. Et surtout, comme tu disais dans ta question, est-ce que ce qu'on a appris, ça va être utile dans la vraie vie? Oui, ça nous a posé les bases. Par contre, des fois, entre la théorie et la vraie vie, il y a un petit gap. Effectivement. Et c'est là où il faut être compréhensible avec ce gap-là et se dire, bon, bah, c'est comme ça. Il y a des règles qui s'appliquent à 100%, il y a des règles qui s'appliquent moins. Et donc, il faut savoir s'adapter. Donc oui, ce qu'on apprend à l'école, c'est super utile dans la vraie vie. Mais des fois, dans la vraie vie, c'est ce que je disais, en faisant, c'est là où on apprend le plus. Et on gagne plus en expérience et capacité d'analyse. D'accord. Et maintenant, moi, je veux qu'on revienne aussi sur un point très important, pour moi en tout cas. Je pense aussi pour les auditeurs, c'est comment, une fois qu'on sort de l'école, parce que nous, on pense que quand on parle de formation, d'apprendre, il va falloir retourner à l'école, encore se former. Et comment on peut faire aussi pour se former, continuer à se former en tout cas, après les études en école, surtout quand on finit d'habiter en bac +5, on se dit là, je ne vais plus retourner en classe et tout ça. Là. Ah oui, bah si, en fait, on peut continuer à apprendre. En tout cas, une fois qu'on a fini l'école, ça ne veut pas dire qu'on s'arrête à apprendre. Moi, personnellement, comme je disais, ça fait 11 ans déjà que je suis en activité concrète et j'apprends tous les jours. Tous les jours, chaque échange, chaque réunion, chaque projet, ça m'apporte quelque chose de nouveau. Et comment faire pour continuer à apprendre par nous-mêmes, c'est d'être très clair avec ce qu'on veut. C'est ce que je disais un peu plus tôt, se poser toutes les questions nécessaires. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Pourquoi j'ai envie de faire? Quel est le chemin que je vais prendre? Et donc, suite à ça, créer un plan de développement, que ce soit sur 3 mois, 6 mois ou 1 an. Alors, pour expliquer cette partie un peu plus, parce que c'est beau de le dire comme ça, mais de le vraiment mettre en place et de le faire et de le suivre, c'est différent. Je vais donner un exemple tout bête. En disant, je souhaite très bien gérer la partie Excel, par exemple. Ou la partie SAP, peu importe. Je souhaite développer une compétence, peu importe la compétence que je décide. Bah, il faut se dire, aujourd'hui, déjà, il faut être très clair avec soi, se faire le bilan, comme je disais, il faut se dire où j'en suis aujourd'hui sur tel sujet. Est-ce que je connais quelque chose? Est-ce que j'ai les bases? Ou est-ce que je démarre tout court? Si je démarre tout court, bah, très bien, je démarre tout court. Il faut se poser la question de comment je vais faire pour apprendre. Est-ce que je peux apprendre tout seul? Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est dans une ère informatique extraordinaire. On a le IA aussi, on a Internet qui peut nous aider à tout trouver, des podcasts gratuits, des cours en ligne. Il y a ChatGPT et pas que, Claude et encore tous les autres. Et donc, je peux déjà me poser la question de comment je vais apprendre. Est-ce que je sais faire en autonomie ou est-ce que j'ai besoin de quelqu'un qui est plus expert que moi sur le sujet? Donc, je peux très bien apprendre avec un collègue, je peux très bien apprendre avec quelqu'un qui est spécialisé, donc qui va vraiment me former. Ou je peux apprendre tout seul, comme une grande, en faisant attention à tous les détails nécessaires. Et donc, pour continuer là-dessus, désolée. Donc, il faut se dire également qu'une fois que j'ai établi ce plan de 3 mois, je dois faire ce qu'on appelle un journal de réussite. Se dire tous les jours, ok, la règle de 1%, ce que je disais. Est-ce que j'ai rempli ma tâche de la journée? Oui et non. Est-ce que j'ai rempli la tâche de la semaine? Oui et non. Donc, une fois que je fais ça, il faut faire le bilan tous les mois. Et tous les mois se dire, j'ai décidé de grandir et de développer telle compétence, ou plusieurs compétences à la fois. Voilà à la fin du mois où j'en suis. Il faut être honnête avec soi-même, il faut se dire clairement pourquoi je suis là, comment je suis arrivé, où j'ai zappé des phases, où est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Et ça, on peut le faire, nous, tout seuls, en full autonomie. Je vais donner un exemple qui m'a impressionné de manière très positive. Une de mes alternantes, donc elle travaille chez Decathlon. Et donc Decathlon, ils ont cette manière de faire les choses que je la trouve unique. D'ailleurs, peut-être qu'il y en a des autres entreprises encore que je ne connais pas. Mais en tout cas, Decathlon, c'est ceux qui m'ont surpris de manière très très positive. Le manager avec le collaborateur, une fois par mois, ils prennent 1 heure
et ils font ce bilan-là. Pour se dire, OK, qu'est-ce que j'ai appris ce mois-ci? Où j'ai bloqué ce mois-ci? Qu'est-ce que je pourrais faire davantage? Quel est le plan à mettre en place d'ici le mois prochain? Et donc, je trouve l'initiative géniale, tout simplement parce que ça va créer de la cohérence, ça va donner de la vision claire, ça va créer un lien fort entre le manager et le collaborateur, avec un échange direct, fluide, et ça aide tout simplement à progresser. Et donc, il faut se dire que ce modèle-là, qu'eux ils font, il faut l'appliquer à nous-mêmes tout seul. Si avec le manager c'est pas possible, c'est pas grave, hein. Il faut l'appliquer à nous-mêmes, et il faut être conscient que c'est ce que je disais au début, il faut être responsable de ses décisions, il faut vraiment prendre les choses à main, et donc c'est à nous de construire et développer ce plan-là. D'accord, parce que effectivement ça va nous aider dans ce sens-là, parce que si on le fait, ce modèle de décathlon comme tu le dis, c'est que déjà, ça va mettre en confiance l'alternant ou bien en tout cas le collaborateur de manière globale. Ça va lui mettre la confiance. Le jeune actif, oui. Effectivement, et il va se dire aussi, moi, je me sens considéré dans l'équipe parce que je vais savoir là où ça bloque et peut-être pouvoir améliorer cela dans les mois à venir ou bien les années à venir. Donc, ça me permet d'avoir un peu mon parcours de développement personnel et professionnel, effectivement, parce que je vais savoir là où je suis, là où je dois aller et actuellement comment je vais faire pour atteindre. Et c'est comme ça qu'on va augmenter notre motivation qu'on parlait tout à l'heure, notre confiance en nous-mêmes, et voir notre courbe de progression, ça va faire que nous aider et nous tirer vers le haut. Donc d'où le fait qu'on disait mindset de croissance, de développement. Effectivement. Mais quelque chose d'important aussi serait de voir un peu le fait que déjà nous, dans le monde francophone, on a peur de faire des erreurs. Donc, en tant que jeune, quand on fait une bêtise en entreprise ou bien une erreur, on se dit automatiquement, ah là, c'est foutu. Et donc, le fait que nous avons parfois, dans le monde francophone, de manière globale, on a peur de faire des erreurs, on hésite à foncer, quoi. Donc, qu'est-ce que tu conseilles en tout cas à des jeunes étudiants comme ça, les erreurs, qui ont cette fougue de la jeunesse et qui veulent tout casser, mais quand même qui ont peur de faire des erreurs? En vrai, je pense que chacun d'entre nous, peu importe l'âge, dans la vie professionnelle, on fait des erreurs. Et s'il y en a quelqu'un aujourd'hui qui me dit « moi, je fais pas des erreurs, tout est parfait », j'ai envie de dire « ouais, c'est ça, en toute honnêteté ». Parce que les erreurs, elles sont là pour nous apprendre à grandir. C'est important de faire des erreurs pour savoir ne plus les refaire. Et il faut pas les prendre comme des échecs. J'ai fait une erreur. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, ça arrive à tout le monde, et il faut savoir se relever suite à ça. Il faut savoir se dire quelles leçons j'ai appris, qu'est-ce que j'ai fait mal, comment j'aurais pu faire mieux pour éviter telle partie qui est arrivée. Et il faut se dire que dans le futur, ces leçons apprises et on ne la refait pas. Donc l'erreur, il ne faut pas le vivre comme un échec. Il faut savoir qu'on ne contrôle pas ce qui se passe autour de nous. On ne contrôle pas l'opinion des autres, la manière comment les autres y réagissent et comment ils font les choses. On peut aider à guider, mais ce n'est pas tout le temps. Une erreur, des fois, ça ne dépend pas de nous à 100%. Justement, la plupart du temps, ça ne dépend pas de nous. C'est parce ça. Que peut-être on ne le savait pas, ou bien ça devient... De toute façon, c'est une erreur, donc... ou bien on ne le savait pas, ou bien on le fait de façon une erreur, quoi. Donc, oui, on le fait parce qu'on ne connaît pas. Donc... Des fois, on fait des erreurs aussi parce qu'on n'a pas été bien formé. Ça, c'est super important, message pour les managers. Bien formé, bien donner les consignes aussi avant, ça c'est important. Surtout pour les jeunes actifs qui démarrent et qui sont un peu paumés, qui ne savent pas trop où et comment. On peut chercher par nous-mêmes, on peut lire, on peut se renseigner, mais des fois, quand on n'a pas de vision claire, c'est un peu compliqué. C'est chaud. Donc, une erreur, tant mieux qu'elle est arrivée. C'est une leçon apprise. Après, je répète, il ne faut pas la vivre comme une fatalité. Moi aussi, j'ai fait des erreurs. J'en fais tous les jours. Hein. Je suis un boulet là-dessus, donc je vais pas me cacher. Je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Je fais des erreurs, je les assume. Et après, il faut se dire, ok, j'ai mal fait. Maintenant, comment je peux faire pour régler la situation? Et c'est cette mindset qu'il faut avoir derrière. Ça s'est passé, ok. On continue et on essaye de régler et trouver des autres solutions. Ok, donc justement pour rebondir sur ça, parce que ça va être une continuité un tout petit peu, parce que du moment où on fait une erreur, on est un peu stressé. Donc comment effectivement un jeune va gérer effectivement ses émotions dans ce sens-là, parce que la gestion des émotions c'est très important, et là ça sera effectivement des émotions peut-être qui ne sont pas forcément négatives, parce que ça sera le stress,
on va se stresser parce qu'on a fait une erreur, surtout qui coûte peut-être quelques centaines d'euros. Ou un Au truc comme million ça. d'euros, Donc, ouais, oui, ça donc peut arriver. donc, oui, comment on va pouvoir gérer ça en tant que jeune professionnel? Alors, il faut savoir que il y a la gestion financière et la gestion des émotions qu'on nous l'apprend jamais, en toute franchise. Mm. Je commence à vieillir, mais je me rends compte que personne m'a jamais appris ces deux parties-là. Et donc, la gestion émotionnelle, c'est quelque chose qui est un peu spécifique à chacun d'entre nous, mais il y en a des techniques à apprendre pour qu'on puisse mieux se débrouiller là-dessus. Il y a déjà la technique 3-2-1. Donc, c'est normal d'être stressé au quotidien. C'est normal d'avoir la pression. Mais c'est pas normal que ça prend tout notre cerveau et que ça va nous détruire la santé. Ça, c'est pas bien. Et donc, pour déstresser, certains d'entre nous, ce qu'on fait, c'est on peut sortir 5 minutes, prendre de l'air et respirer un coup. Ça fonctionne très bien. On peut prendre une pause et se dire, je me fais un café ou un thé et je respire un peu et je réfléchis à autre chose. Il y en a ceux qui, pour gérer leur stress en fin de journée, ils font du sport. Et ils se jettent là-dedans pendant 1 heure, 2 heures, notamment pour évacuer. Et la technique, donc 3-2-1, pardon, donc, c'est celle où je vais me dire, je respire 3 fois profondément. Je vais noter 2 choses positives qui se sont passées dans ma journée. Et je vais noter une seule chose, une seule, pas plus, que je souhaite faire demain pour améliorer mon quotidien, que ce soit côté professionnel, que ce soit côté personnel. Gérer tes émotions, c'est pas quelque chose d'évident. Après, quelque chose de très vrai, il faut bien le faire. Il faut bien le faire parce que dans le monde industriel et dans le monde professionnel tout court, c'est malheureux ce que je vais dire actuellement, mais si tu sais pas gérer tes émotions, malheureusement, tu te tires une balle dans le pied. Donc, il faut se le dire. T'es jugé parce que t'as sous-réagi, t'es jugé parce que t'es devenu tout rouge, parce que voilà, t'as pas arrivé point sur toi. Donc, c'est quelque chose qui est important à maîtriser. Et surtout, la partie sur laquelle moi j'insiste que c'est très très important, c'est important de ne pas te brûler les ailes. Il faut se dire que le travail, c'est un chemin qui va durer pendant des années. Et il ne faut pas se forcer. Il faut faire un tout petit peu, de mieux que tu peux, tous les jours. Et donc, c'est normal de stresser. Quand ça ne se passe pas aussi, il faut en parler. Il faut dire, OK, sur telle tâche, j'arrive pas. Il faut demander de l'aide, il faut s'exprimer. Il ne faut pas garder les choses en toi parce qu'à un moment donné, tu les gardes et ça risque de faire un gros boom. Et ça, c'est pas bien. Donc, il faut rester au plus calme possible et essayer, je sais que c'est pas facile ce que je dis, je suis consciente. Donc, mais il faut essayer de relativiser et de se dire, OK, ça c'est arrivé, ça m'a stressé, voilà comment je réagis et maintenant, comment je pourrais faire en sorte de réagir un peu moins fort la prochaine fois. Je répète, c'est vraiment quelque chose qu'on ne nous apprend pas et que des fois, c'est propre à chacun. Mais je prends une pause, je prends un café, je sors, je fais un peu de sport le midi. Il y a toutes ces choses-là qui pourront nous aider à évacuer et être mieux après pour qu'on puisse se concentrer sur ce qu'on a à faire. Moi, par exemple, après je parle pour moi, je chante, ça m'arrive, je chante. Et tu vas me dire, ouais, mais tu chantes un peu trop, et c'est vrai. Mais mon cerveau, il réagit correctement, il réagit bien à certaines fréquences. Et c'est vrai que la musique, ça m'aide à détendre. Donc, c'est ma manière. Chacun, il a sa manière. Des fois, c'est la musique, des fois, c'est de l'activité physique. Ça dépend des jours et de comment je me sens. Mais message important, c'est pas parce qu'aujourd'hui ça s'est mal passé que demain ça va se passer de telle manière. C'est juste le monde du travail. Il y a des jours où ça se passe extraordinaire bien. T'es félicité, le projet il a avancé, c'est clôturé, il y a un résultat concret, il y a du gain. Que demain, par exemple, il y a le client qui vient, c'est compliqué, il faut préparer l'audit, t'as la pression. C'est comme ça. C'est la vie et ça arrive. Mais bon, les émotions, elles seront toujours là. Bon, de toute façon, moi, personnellement, quand j'ai le stress, ce que je fais d'habitude, j'essaie de me poser et me dire pourquoi je stresse pour ça. Par exemple, si je fais une erreur, moi, j'essaie toujours de relativiser. Je me dis, bon, peut-être j'ai fait une erreur, je vais essayer de ne pas refaire ça. Je note déjà dans ma tête que cette erreur-là, pourquoi ça m'a conduit à faire cette erreur déjà? Qu'est-ce qui m'a conduit à le faire aussi? Et donc, je me dis, la prochaine fois, ce que je devrais faire, c'est d'éviter cela. Donc, d'éviter tout ce qui va me conduire à faire cette erreur-là. Donc, je note que c'est une erreur que j'ai faite cette fois-ci. Mais la prochaine fois, je ne le fais pas. Donc, j'essaie de relativiser. Je ne vais pas tout mettre aussi dans
dans ma tête parce qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Donc, il faut rester quand même bien dans sa peau, au moins, pour pouvoir faire les autres missions qui restent. Donc, c'est très important. Mais au tout début aussi, on a parlé d'un mot qui est très important. Tu as parlé d'autonomie. Et donc, déjà, les gens, peut-être beaucoup d'entre nous, on va penser que quand on parle d'autonome, c'est qu'on est seul. Donc, c'est le fait d'être seul, travailler correctement en tout cas, réaliser sa mission tout seul. Donc, selon toi, aujourd'hui, c'est quoi être autonome à la fin de son diplôme ou bien en tant que jeune professionnel? Alors, être autonome, ça ne veut pas dire être seul. Je peux être dans une équipe, travailler avec 40 personnes et être autonome. Être autonome, ça veut dire prendre le lead par moi-même et finir la tâche de A à Z. Et être proactif là-dessus aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut me tenir la main. C'est complètement en antithèse, être autonome, me tenir la main. Être autonome, ça veut dire aussi avoir la capacité de prendre du recul, avoir une macro-vue sur le sujet et de le gérer. Et être autonome aussi, ça veut dire demander de l'aide. Ça, c'est une partie super importante que personne n'y pense. Et on se dit souvent, si je demande de l'aide, ça montre que je ne gère pas, que je ne suis pas autonome. Non. Quand on demande de l'aide, ça montre qu'on est tout à fait autonome, qu'on assume le fait qu'on ne connaît pas, mais on montre le fait qu'on souhaite bien faire et qu'on est proactif et qu'on a envie de grandir et bien gérer. Donc, il ne faut pas mélanger les choses en disant non, je ne pose pas de questions parce que. Donc, être autonome, je répète, ça ne veut pas dire d'être seul. Ça veut dire tout simplement de pouvoir gérer tes tâches en toute confiance, en étant seul ou en étant en équipe et prendre le lead là-dessus comme un grand. Parfait. Et comment on va développer dans ce cas-là la proactivité, parce que tu as parlé de ça aussi. La proactivité, en fait, ça vient un peu avec la curiosité. Il faut être un peu curieux pour savoir comment ça se passe, comment on finit, comment on fait tel process, comment on clôture telle tâche, comment on gère l'animation de telle formation ou peu importe. Une fois que je suis curieux, je vais être proactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais prendre le lead moi-même et je vais identifier ce qui ne va pas. Je vais trouver des solutions. Et je vais les proposer, et je vais avancer, et je vais les mettre en place, et je vais montrer des résultats, en étant seul ou en étant avec l'équipe avec qui je travaille. Donc, proactivité, c'est... on ne me demande pas de faire, j'y vais, je constate, je fais un audit, j'ai pris de notes, je trouve des solutions, et je mets en place. Donc, c'est assez simple, j'ai envie de dire, c'est de bon sens à la fin, mais justement, voilà. D'accord. En tout cas, mes auditeurs, j'espère que vous avez bien compris. Notre manager est expert aussi dans tout ce qui est lean management. Effectivement. Alors, maintenant, on va revenir sur un point aussi que je pense qui va intéresser en tout cas beaucoup d'entre nous, étudiants ou bien en dernière année d'école. C'est comment construire effectivement notre plan de développement dans le moyen terme, juste à la sortie de l'école, de manière globale. On a un peu parlé de ça, donc comment je vais me développer. Donc en gros, une fois que je sais ce que je vais faire, en tant que métier, je parle, il faut se dire clairement, d'ici 6 mois, je souhaite avoir telle compétence. Si je ne sais pas répondre tout seul à cette question, je pourrais très bien demander à mon manager quelles sont les compétences clés pour gérer le poste. Et je pourrais très bien me faire un petit planning, un tracking lister tout simplement les compétences que je souhaite développer et se dire qu'est-ce que je peux faire pendant ces 6 mois, c'est ce que j'ai expliqué juste avant. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que je puisse arriver d'ici 6 mois, d'être vraiment capable de faire en sorte que je me débrouille tout seul, que je gère, que je sais faire la partie budgétaire, par exemple, que je sais faire la planification, l'ordonnancement des tâches ou autre. Donc, il faut être, encore une fois, responsable de son développement. Il faut être, encore une fois, dans cette dynamique de « j'ai envie de faire ». Et si je ne sais pas faire aujourd'hui, je ne sais pas encore faire. Donc ça, c'est super important. Je ne sais pas encore faire. Et il faut garder cette manière de réfléchir tout au long de ces 3-6 mois pour y arriver. Encore une fois, très simple. On fait un planning. En Excel,
Un papier, juste si tu Ouais. souhaites bâtonner, Ouais, si ça t'aide justement. mieux. Ouais. Sur le téléphone, tu utilises une petite application, Ouais. tu utilises Notes ou autre chose Ouais. et tu vas suivre toi-même ta courbe d'évolution. Donc, je vais lister tout ça. Je vais essayer d'apprendre par moi-même et avec les autres. Ouais. Et ce qui est super important aussi dans ce plan de développement, c'est se donner les moyens. Ouais. Et surtout financières. Ouais. Si, par exemple, je sais que d'ici dans un an, j'ai envie d'avoir telle compétence clé avec un diplôme et certification, Ouais. il faut rentrer dans la partie budgétaire. Donc là, c'est ce Ouais, que je disais justement, tout à l'heure, justement. personne ne nous apprend cette Ouais, partie-là. justement, ouais. Mais il faut se dire, je vais dédier un budget là-dessus tous les mois. D'ici dans 2 ans ou dans un an, je souhaite être formée par un organisme spécifique pour avoir une certification, Ouais. pour que je puisse être mieux plus tard dans mon poste. Ouais. Bah, il faut se dire, tous les mois, je vais mettre, je sais pas, 50 euros de côté, Ouais. 20, 100, peu importe. Je décide ça et j'applique ce que j'appelle la règle qu'on connaît tous, 80-20. Donc, je mets 20% d'effort aujourd'hui pour pouvoir récolter 80% des bénéfices plus tard. D'accord. Et donc, c'est important de se dire, OK, j'ai 6 mois complet de plan de développement, mais dans ces 6 mois, je peux aussi investir de côté, mettre de l'argent de côté, pour que je puisse être formée encore pour plus avancer et encore être certifiée plus. D'accord. Donc, c'est pas juste... je me lance dans quelque chose et je m'arrête après une semaine. Non, il faut se nourrir de ce plan, il faut le consulter tous les jours, il faut être conscient que, voilà, il faut être conscient pourquoi on souhaite faire ça. Ouais, ouais. Et surtout, il faut se dire, si j'investis de la partie financière, ce argent-là, c'est ce que je viens de dire, c'est un investissement. Ouais, Donc, si j'ai justement, investi, c'est pas de l'argent juste mis de côté, c'est Ouais. de l'argent vraiment investi pour que je puisse grandir Effectivement. et développer ma carrière, développer mes compétences plus tard. Justement, parce que oui, tout à l'heure, j'ai parlé de... C'est bien d'être le meilleur, mais c'est meilleur d'être le plus original. Effectivement, dans un monde où il y a beaucoup de concurrence, que ça soit... avec, Énormément de concurrence. donc, il faut rester à l'affût de la technologie et des compétences. En tout cas, il faut développer des compétences pour pouvoir se démarquer un tout petit peu de tes pairs. Et donc, c'est très important ce que vous dites. Mais ce qui est important aussi, c'est que vous avez parlé de gestion financière. Bon, on l'utilise jamais à l'école. Et pourquoi on n'en parle pas déjà l'argent? Parce que je ne sais pas d'autres franchises. C'est un sujet qui... On parle souvent en cours, des fois, où on se trouve aussi à parler de la gestion financière. C'est vrai que c'est un sujet qu'on ne nous l'apprend pas. Et on arrive en tant que jeune professionnel, jeune actif, se dire, bon, il n'y a plus maman et papa, maintenant il faut payer toutes les factures, il faut créer un fonds de sécurité, il faut faire des investissements. Attends, comment je me prends à tout ça? Et je pense que sur ça, ça se mérite vraiment un podcast, une vraie thématique là-dessus pour rentrer sérieusement un peu plus dans les détails. Moi, je ne suis pas une experte financière, mais moi, je trouve que déjà, la première chose de base, la toute première, il faut que je sache ce qui rentre et ce qui sort. Input, output. Ça, c'est la première chose de base. Combien je gagne à la fin du mois? Et là, je vais mettre toutes les sources de revenus que j'ai. Et combien je dépense. Un charge fixe et un charge variable. Les charges fixes, s'il y a moyen de gérer là-dessus, oui. Pourquoi pas, changer les abonnements, faire en sorte de baisser au max possible. Par contre, les charges variables, j'ai complètement la main là-dessus. Il faut faire... Mais ça, je répète encore, ça devrait être notre thématique. Il faut faire très attention pour les jeunes actifs. Faire la différence entre avoir besoin et avoir envie. Je vois souvent des jeunes étudiants et surtout des jeunes qui commencent leur vie active à s'acheter des belles montres, des fringues, des trucs de marque pour montrer que voilà, moi je gère. Un peu, quoi, Donc j'ai envie de vous dire que faire ça, c'est une des plus grosses erreurs de point de vue financier. Il faut impressionner personne. Il faut s'habiller avec ce qu'on a, le temps qu'on est propre, le temps qu'il n'y a pas des trous, il n'y a pas de... Voilà, tout va bien. Il ne faut pas mettre des marques. Il faut rester au plus sombre possible. Et... comment dire, vous n'êtes pas là pour impressionner quelqu'un. Donc ça, c'est super important. Et personne, quand on commence le monde du travail, va regarder, tiens, elle s'est acheté un sac Louis Vuitton, waouh, génial, au Chanel. Non, c'est pas du tout ça ce qui nous intéresse. Ce qui est important, donc, je disais, input, output, arrêtez de dépenser de l'argent
juste pour nourrir la vie des autres en ce qui nous concerne. Ça, c'est quelque chose beaucoup d'entre nous, quand on est à la vingtaine, on se rend compte seulement quand on est à la trentaine. Faites pas cette erreur. D'accord. Donc, bien capté. on ne dépense pas de l'argent pour des choses qui ne servent à strictement rien. Je répète, vraiment faire la différence entre l'envie et le besoin. Et moi, là-dessus, pourquoi c'est important pourquoi c'est important d'avoir une bonne gestion financière? C'est pour éviter le stress, parce que tout à l'heure, on parlait du stress aussi. Le fait de ne pas avoir de l'argent pour payer déjà tes besoins de base, ça te stresse. Ça te met dans un état où tu n'es pas à capacité à 100% dans ton travail. Donc, c'est pour ça que c'est super important de le gérer. Après, si tu vois tes collègues demain faire des vacances, je sais pas moi, sur une île, profiter pendant 2 semaines et que toi tu le fais pas, c'est pas grave non plus, ça va arriver. Eux, ils ont créé cette santé financière que toi aussi tu es en train de faire à mesure de temps et tu dois la créer justement. Donc moi, c'est ce que je fais souvent, et ça c'est vraiment un conseil pour tout le monde en vrai, pas que pour les jeunes, c'est pour tout le monde. J'ai des jours dans le mois où je dépense pas de l'argent. C'est établi. Je sors pas 1 euro de mon compte. C'est des jours, c'est ce qu'on appelle en anglais no spending days. Je dépense pas. C'est une règle imposée. Vraiment, si c'est urgent, oui, pour de besoins, mais pas pour de l'envie, très attention, je dépense pas. Et donc, j'essaye d'avoir de plus en plus des mois comme ça, des jours, comme ça dans le mois. Ça, c'est très bien. Ça, c'est première règle. Deuxième règle, quand j'envie quelque chose, et attention, j'envie, c'est pas forcément un besoin. Quand c'est un besoin, oui, je ferme les yeux et j'achète parce que c'est comme ça. Mais quand c'est un envie, je vais me mettre tous ces envies-là sur une liste. Et j'ai constaté qu'en les mettant sur une liste, ça peut rester 24 heures, 48, une semaine, un mois. Et je les ai toujours pas achetés. Et c'est là où j'ai compris, en fait, j'ai pas besoin, donc je l'achète pas. Et donc quand vous avez des envies compulsives comme ça, d'achat compulsif, de se dire j'ai vraiment, je veux ça, etc. T'as pas vraiment besoin en fait. D'habitude ça se joue effectivement quand c'est un instant, quand on réfléchit un tout petit peu, plus tard on va se dire mais attends, est-ce que réellement j'ai besoin ou pas? Donc justement, certaines envies, c'est momentané, mais après... C'est ça, et c'est applicable même quand on veut perdre de poids, c'est la même histoire. Et j'ai envie d'un hamburger là tout de suite, mais c'est un envie. Ton corps, il n'a pas vraiment besoin. Ton corps, il a juste besoin des aliments nutritifs. C'est tout. C'est pas l'envie qui doit prendre le lead. Donc, je parle de gestion financière et d'envie. Il faut bien faire attention là-dessus. Et donc, en tant que jeune professionnel, oui, il faut se dire ce qui rentre, ce qui sort. Je fais une partie d'investissement à ce qui me concerne, mes compétences. Si plus tard, j'ai envie de faire une formation. Et encore une partie super importante, la 4e, c'est le fonds de sécurité. Demain, je peux me trouver sans strictement rien. Peut-être que maman ou papa, ils peuvent me donner un peu, mais s'ils sont pas là pour me donner, je fais comment? Donc, il faut se dire que derrière, il faut un fonds de sécurité. Et ça, je répète, je rentre pas trop dans les détails parce que ça mérite vraiment une autre thématique là-dessus, un autre podcast sur le thématique. Mais ces 4 morceaux-là, donc ce qui rentre, ce qui sort, une partie pour mes investissements et surtout investissement à moi, tout court. Et le fonds de sécurité, je pense que c'est vraiment les piliers pour pouvoir commencer et bien gérer tout ça. Et je ne parle pas encore de la retraite, parce que souvent on est trop jeune pour parler de ça. D'ailleurs, c'est important de parler de ça aussi, mais ça, on le dira une autre fois, c'est ça. Il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'il y a des livres, des podcasts où... on peut aller consulter pour effectivement... Ah oui, j'ai pas des noms en tête, mais franchement, moi, j'avoue que je regarde énormément cette partie de développement financier parce que c'est ce que j'ai dit, personne ne nous apprend malheureusement. Et il faut apprendre par soi-même. Donc, il y a énormément aujourd'hui, si vous regardez sur YouTube, TikTok, peu importe le canal que vous choisissez, il y en a énormément de podcasts sur ce sujet qui vous expliquent clairement en détail. Après, chacun, il explique sa méthode à lui. Il faut faire très attention d'appliquer la méthode qui va mieux pour votre situation. Donc, il faut un peu être assez sélectif, mais des podcasts, il y en a plein. Du contenu sur la gestion financière, sur le développement de la richesse. Et je ne parle pas que de la richesse en argent, je parle aussi de la richesse des connaissances et de développement. Et il y en a plein. Énormément.
Merci beaucoup en tout cas et je pense qu'on va conclure. On va y arriver à la conclusion, tout à fait. On va arriver à la conclusion et Oui. justement, si tu devais résumer notre podcast aujourd'hui, qu'est-ce que tu allais dire à un jeune professionnel qui nous regarde aujourd'hui, ou bien en tout cas un étudiant qui est en Je pense que la première chose, il faut se faire confiance en soi. Ça, c'est une des choses. La deuxième, il faut se dire que tes collègues et ton manager, ils ont démarré au même point que toi. On est tous passés par là. Moi, je dis souvent, désolé de dire ça, hein, mais je le dis souvent en cours, on fait tous caca pareil. Vraiment, un jour, je vais le mettre sur un t-shirt. Donc, ça sera, au moins, ça sera officiel. Et donc, il faut se dire qu'on est tous des êtres humains et qu'on est tous passés par là et qu'il ne faut pas se mettre la pression. Si on ne sait pas gérer tout d'A à Z, c'est pas grave, on est là pour apprendre. Et il faut avoir ce mindset, ce que je disais, de croissance, de se dire, je ne sais pas faire encore. Donc, le encore, là, il est super important. Ça, c'est un des messages clés. Et le deuxième message clé qui est super important, c'est... moi, je fais de l'amélioration continue au quotidien. Il faut se dire qu'en fait, il faut savoir que l'apprentissage, il ne s'arrête pas une fois que l'université ou l'apprentissage, il est clôturé. Je continue d'apprendre tous les jours, que j'apprends par moi-même, que j'apprends avec mes collègues, que j'apprends avec mon manager, que j'apprends avec, je sais pas, la dame qui est passée dans la rue et qui m'a expliqué et qui m'a donné des informations sur tel sujet. On apprend tous les jours, peu importe le contexte, peu importe l'environnement. Et ça, on doit être capable de le comprendre et surtout, on doit être capable de le développer, ce apprentissage. Donc, il ne faut pas juste s'arrêter de dire, OK, j'ai fait ça, j'ai eu mon diplôme, c'est bon, ça s'arrête là. Non. Dans la vraie vie, on apprend vraiment tous les jours. Et surtout au travail. On découvre tous les jours et même moi, aujourd'hui, je suis convaincue que je vais apprendre jusqu'au jour de ma retraite. Donc, d'ailleurs, même les projets futurs, en termes d'études, des MBA ou bien... Ah non, effectivement, je ne sais pas. Pour l'instant, en toute honnêteté, comme j'ai fait mon entreprise, donc Infiline, pour ceux qui nous regardent, ils peuvent s'abonner s'ils veulent bien. Donc pour l'instant, j'ai créé ma propre entreprise cette année. J'ai pris une forte décision sur la partie conseil et formation. C'est comme ça qu'on s'est connus, notamment. Je pense que pour l'instant, je vais travailler là-dessus. Et pour une formation, à ce qui me concerne, oui, pourquoi pas, plus tard. C'est vrai que j'ai quelques idées en tête, en sachant qu'aujourd'hui je suis déjà black belt, je me dis pourquoi pas encore plus grandir sur cette partie-là. Mais moi aussi j'applique la même règle, c'est ce que je disais tout à l'heure, investir en moi-même, c'est vraiment c'est très important. C'est super important. Et oui, je pense que pour l'instant c'est la chose que j'aimerais faire d'ici quelques années. Après, en me connaissant, je change d'avis tout le temps et mon cerveau il fusionne dans tous les sens. Oui. Et c'est vrai que j'ai des choses qui évoluent assez vite et donc la vie elle évolue assez vite. Et moi aussi, donc je suis dans un mouvement continu. Ceux qui me connaissent, ils savent. Un jour, on m'a même dit t'es un bulldozer. Et c'est vrai, je suis un bulldozer. Je suis comme ça. Mais je pense que oui. Grosso modo, je sais un peu la direction. Maintenant, il faut que je me donne le temps nécessaire et que j'avance tout doucement aussi. 1%. 2 minutes par jour, c'est ce que je dis. Parfait, ça c'est très bien. En tout cas, nous, on te remercie pour ce masterclass parce que de toute façon, moi j'ai déjà aimé mon podcast aujourd'hui avec toi. C'est vrai. Et de toute façon, les auditeurs aussi, ils vont kiffer parce qu'en tant que jeune, moi je suis en avant-dernière année parce que je suis en 4e année d'école dance et effectivement, c'est l'année prochaine où je serai en dernière année. Donc, dès à présent, moi j'ai eu beaucoup d'informations par des gens expérimentés qui ont connu le terrain, qui ont fait des études comme moi. Donc, moi, ça va me permettre effectivement de me préparer à ces postes, que ce soit un poste de technique, d'ingénieur normal, technique ou bien un poste de manager. Après, personnellement, je vise plus à des postes de manager, mais c'est pourquoi c'est très important la partie confiance en soi qui est très important et motivation aussi. Parce que les étudiants aujourd'hui qui nous regardent, ou bien de manière globale, nos auditeurs, je pense qu'ils vont aimer aussi ce podcast parce que c'est une masterclass. Merci beaucoup. Donc, je te remercie encore une fois. Je remercie les gens qui nous regardent également. Et donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Et on se dit à la prochaine, tout simplement. Dans tous les cas, on se voit en quelques jours. Très vite. Très vite. De toute façon, on va aussi organiser un podcast, peut-être sur un autre thème qui est la gestion financière, parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de le présenter aujourd'hui. Je pense que la prochaine fois, on va organiser un podcast dessus pour
pense que ça sera un plaisir aussi Oui. de parler de ça. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Et c'était Beska Consulting Group. Restez connectés. Et je vais mettre le lien de son entreprise aussi dans mes... Je vais être comme ça, avec des petits cœurs. Et restez connectés aussi sur LinkedIn parce qu'on va partager là-bas toutes les informations dessus. Et il faut s'abonner pour la donner de la force. C'est une entreprise et elle compte être leader mondial dans le conseil. C'est vrai, d'ici quelques années. Donc, restez connectés. C'est une belle vision d'ailleurs. Beaucoup, ouais. Merci à toi. Merci. Et merci encore une fois à ceux qui nous écoutent et qui sont là derrière les écrans. Merci beaucoup. Merci à tous.